Occasion d'échanges réguliers et très enrichissants. Et merci bien sûr pour avoir accepté d'organiser cette conférence. Cette conférence, vous l'avez rappelé, est la deuxième que nous organisons ici dans le cadre du partenariat Banque de France-Verdi. Ce partenariat dont vous avez rappelé les objectifs et orientations, il s'agit d'associer des experts dans une conférence comme celle-ci, d'associer des experts du Nord et du Sud, à la fois chercheurs et responsables, acteurs de l'action dans les domaines traités, et ce qui correspond à l'objet même de notre LABEX. LABEX, c'est dans le jargon administratif français, ce sont les laboratoires d'excellence, qui est de concevoir de nouvelles politiques de développement sur la base des résultats de la recherche. Et vraiment, cette relation entre la recherche et l'action politique est au cœur, dans la finalité même de la Verdi. Je rappelle que la précédente conférence que nous avions organisée ici, il y a 2 ans, portait sur l'intégration financière en Afrique. Nous avions eu alors la chance d'avoir une allocution d'ouverture du très éminent et très regretté Ronald McKinnon, qui a été un des grands fondateurs de l'économie du développement financier et de son rôle dans les pays en développement. Permettez-moi de lui rendre ici un hommage. Il nous a quittés depuis, et ce fut l'une de ses dernières et importantes contributions. Aujourd'hui, la conférence inaugurale sera donnée par notre ami Jan Willem Koning, qui est professeur émérite à l'Université d'Amsterdam, qui a été directeur du Centre d'études pour les économies africaines à Oxford, et qui a été directeur de l'Institut d'Amsterdam sur le développement international, qui est membre de l'Académie royale, et qui est surtout connu pour ses éminents travaux sur les sujets dont nous allons parler. Je n'oublie pas qu'il est aussi senior fellow de la Verdi, ce dont nous nous honorons. Mais, je dois dire, Ryan, rassure-toi, ce n'est certainement pas une de tes dernières contributions, à la différence de ton prédécesseur. Alors, s'agissant de notre conférence, le gouverneur en a parfaitement dressé le tableau que nous devons garder à l'esprit, tant dans ce qui concerne le diagnostic que les recommandations et la thérapie. À vrai dire, les chocs de termes d'échange dans les pays pauvres et vulnérables ne sont pas un tel nouveau. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir comment ce thème très ancien, aussi ancien, je dirais, que l'économie du développement, se retrouve aujourd'hui dans des termes qui sont à la fois semblables à ceux du passé et un peu différents, parce que, bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Mais les principales leçons qui ont été tirées par la littérature dans le passé sont en partie valables. Sans vouloir faire un plaidoyer pro domo sur ce que nous avons fait, je voudrais rappeler combien ce thème a été présent dans nos activités au CRD, à la Verdi ou au CSAE dans le passé. Je veux dire, les premiers travaux qui ont marqué l'activité du CRD, c'était sur les impacts de l'instabilité, des termes de l'instabilité des exportations, au cœur desquels, l'instabilité des termes d'échange était une cause importante, mais non exclusive. Le CSAE, bien représenté ici par Yann, qui a été son directeur, et Paul Collier, qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui en a été le fondateur, a beaucoup travaillé sur les trade shocks, en particulier en liaison avec le réseau des chercheurs africains, ce qui était très important, du CREA, de l'EIRC, l'African Economic Research Consortium, et ces travaux ont marqué la littérature sur le sujet. Nous avons eu la chance de travailler ensemble, d'ailleurs, sur certains de ces sujets. Je me permets de le rappeler parce qu'on en reparlera peut-être dans la table ronde ce soir, qu'il y a plus de 20 ans, alors qu'on terminait la convention de Lomé pour passer à celle de Cotonou, nous avions, Yann, Paul Collier, Sylviane et moi, publié dans une revue anglaise, une revue française, réformer le SAVEX.
Et c'était pas simplement une petite... C'était de tirer les leçons de la littérature sur les instruments que la Commission européenne devrait mettre en place. En fait, nous n'avons pas été suivis, on a fait le flex, on en parlera ce soir. Et le sujet est aujourd'hui de la même façon. Nous aurons à la table ronde ce soir quelqu'un du groupe ACP qui viendra exprimer l'attente des pays ACP sur un renouvellement des mécanismes tirant les leçons de la recherche sur ce sujet. Pierre Jacquet est là et il se souvient qu'il y a 13 ans, en 2003, nous avions organisé une conférence ABCDE avec la Banque mondiale. Alors, on avait présenté, tu nous rappelles même, cette fois-ci c'était Sylviane, toi, Lisa Chauvet et quelqu'un d'autre de l'AFD, me semble-t-il, un article comment l'aide peut contribuer à amortir les chocs. Et avec Paul Collier aussi, on a réfléchi sur la façon dont l'amortissement des chocs pouvait contribuer à atténuer les risques de guerre civile. Donc vraiment, cette littérature a été très présente, non seulement dans nos activités ici, l'activité de Stéphanie Clifton, qui a écrit énormément de questions, de choses, d'articles, de livres très pertinents sur le sujet. Et la question qui semble se poser aujourd'hui, c'est comment se fait-il que, malgré tous ces travaux, toute cette réflexion menée pendant 20, 30, 40 ans, comment se fait-il que les leçons n'ont pas été mieux tirées, puisque nous nous retrouvons, bien sûr, avec beaucoup de progrès qui ont été faits dans l'analyse, dans les diagnostics et dans les politiques aussi, mais quand même, on évoquait la chute du prix du pétrole, nous sommes à Ferry très impliqués dans notre partenariat avec la CEMAC, je ne vois pas encore le commissaire Tasson qui va nous rejoindre dans le visuel de notre ami Bida. Ah si, là, mon cher Paul, sur comment faire face à ce choc majeur de la baisse du prix du pétrole dans les pays de la CEMAC. Et la question pour les économistes, c'est comment se fait-il que ces mêmes problèmes se reposent aujourd'hui comme ils se posaient il y a 40 ans. Et je pense que les orateurs d'aujourd'hui nous donneront quelques éclaircissements sans doute sur les raisons, c'est l'horizon politique des dirigeants, les cycles électoraux, les caractères externes des recommandations, bref, des facteurs institutionnels, puisque c'est le thème de l'introduction de Yann de tout à l'heure sur la relation entre ces chocs et les institutions. Or, il me semble qu'il y a deux leçons dans la littérature qui, dans tous ces travaux que nous devons avoir à l'esprit, et en nous demandant pourquoi elles n'ont pas été mieux suivies. C'est d'abord, les politiques face au choc de prix ne sont pas seulement des politiques de réaction face aux chocs négatifs, elles sont d'abord des politiques de gestion des chocs positifs. Je crois que c'était la grande leçon des travaux passés. Les chocs positifs ont été gérés comme s'ils étaient permanents au lieu d'être gérés comme s'ils étaient transitoires. Difficile de savoir si c'est transitoire ou permanent, mais le problème c'est qu'on a toujours géré ça comme, le plus souvent géré comme si c'était permanent, alors que la conjoncture s'est renversée. La vérité c'est que les politiques contracycliques commencent en période de boom. Et s'il n'y a pas de politique contracyclique gérée, comme l'a expliqué le gouverneur tout à l'heure, dans la période de boom, eh bien, il est très difficile de la mettre en œuvre quand il y a une chute. Le gouverneur a évoqué la politique de change. Alors, je voudrais dire, je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet qui est extrêmement important mais difficile. Moi, je souscris totalement à ce qu'a dit le gouverneur sur et à sa mise en garde contre un usage excessif de la flexibilité à court terme de la politique de change pour faire face à des chocs de court terme de prix matières premières. Mais j'ai toujours été frappé par un paradoxe, c'est que autant on entend des recommandations d'ajuster le taux de change ou laisser se déprécier la monnaie en cas de choc négatif, et puis on entend aussi quand il y a un choc positif, il y a un risque de Dutch disease, de maladie hollandaise, et il faudrait aussi déprécier. Donc il y a une espèce comment dirais-je, comment dire cela,
d'éblouissement des économistes par la politique de change qui devrait jouer dans les deux phases, l'une et l'autre, ce qui voudrait dire qu'il faudrait toujours déprécier et que l'inflation, évidemment, serait garantie à long terme. Une seconde leçon qui a été tirée de la littérature, c'est que les politiques internationales, pour faire face au choc, ne sont pas un substitut des politiques nationales, mais sont efficaces si elles sont conçues en complément des politiques nationales et articulées avec elles. Depuis 50 ans, là encore, on a cherché à mettre en œuvre des financements compensatoires. Le premier financement compensatoire du Fonds monétaire, c'est 1963, le STABEC, c'est 1975. Tous ces systèmes ont été modifiés ou abandonnés, parfois. Cependant que dans les années 70, on rêvait de systèmes de stabilisation des prix pour tous les produits. Souvenez-vous, le programme intégré des produits de base en 1976, il fallait faire stabiliser le prix de tous les produits et entre eux. Tout ceci a été évidemment abandonné, mais les insuffisances des mécanismes qui ont été mis en œuvre dans le passé, qui ont été maintes fois analysées, touchent, me semble-t-il, toujours à leur mauvaise ou faible interaction avec les politiques nationales. La vertu d'un bon financement compensatoire des chocs, c'est l'automaticité, la rapidité. Ce qui implique que les conditions du déclenchement soient prévues ex ante et non pas discutées ex post. Parce qu'à ce moment-là, le caractère compensatoire s'en trouve évidemment atténué. Je voudrais rappeler cela parce que cela guide le programme même de notre journée. Et le fait que nous avons donné la place principale aux politiques nationales, non seulement les politiques macroéconomiques, dont on va beaucoup discuter dans la première session, mais aussi au système financier et à la régulation financière, qui ont été sans doute la partie la plus négligée dans les travaux et dans l'action pour préparer la réponse au choc et qui sont une composante majeure de la résilience des pays au choc extérieur de prix. Après la conférence inaugurale de Jan Gunning, nous aurons 3 sessions. La première qui est sur le thème macro, comme je viens de le rappeler, quel rôle pour la politique macroéconomique dans la gestion des chocs. Le modérateur sera Aleko Saris, professeur à l'université d'Athènes, professeur émérite aussi, senior fellow aussi de l'affaire dit. Et nous aurons 2 présentations, l'une de Paul Collier, qui va nous rejoindre dans quelques instants, et de Pierre Jacquet. Paul Collier, je le rappelle, c'est le fondateur du Centre des études pour les économies africaines à Oxford, et bien connu pour ses multiples travaux, et Pierre Jacquet, le président du Global Development Network à Delhi, ancien économiste en chef de l'AFD. Nous aurons la chance d'avoir pour la discussion d'éminents experts du Trésor avec Guillaume Chabert, de la Banque Centrale Européenne avec Gilles Noblet, et puis notre ami Albert Zefak, économiste en chef pour la région Afrique à la Banque mondiale, et ancien de chez nous, puis-je le rappeler. Et puis notre ami Paul Tassonge pour la CEMAC, qui donnera le point de vue d'actualité dans la face des chocs. La deuxième session, qui commencera cet après-midi, sera sur les systèmes financiers pour amortir les chocs. Le modérateur en sera Pedro de Lima, qui est le directeur de la recherche des études à la Banque européenne d'investissement, et nous aurons 2 présentations, l'une de Roland Podard, qui est économiste senior au Fonds monétaire, encore un ancien de chez nous, je ne le vois pas dans la salle, il était par là, et puis de Stéphanie Griffith-Jones, que j'ai tout à l'heure salué, que je remercie de sa présence, professeur à l'Université de Columbia. Et la discussion sera menée par 2 éminents économistes africains, Dominique Bilakolika de la BEAC qui est ici, et Ousmane Samba Mamadou
qui est directeur général de la stabilité et de l'inclusion financière à la BCEAO, ancien ministre du Niger, et aussi, encore, excusez-nous, il y en a beaucoup, ancien de chez nous. La section 3 portera sur quelle régulation financière pour éviter la propagation des chocs. La modération sera faite par Samuel Guérino, qui est vice-doyen de l'école d'économie à Clermont et donc chercheur au CERDI. La présentation introductive sera faite par Jérôme Héricourt, qui est professeur à l'Université de Lille et qui est conseiller scientifique au CEPI et je crois à la Banque de France. Et nous aurons la chance d'avoir pour discutant le grand commissaire Abdallah Bourema de l'UMOA, en charge des affaires économiques, ancien ministre du Niger, Madame Ingrid Eboula Babakas, qui je ne sais pas si elle est déjà dans la salle, les hommages madame, heureux de vous accueillir, qui est ministre du plan de la statistique et de l'intégration de la République du Congo, et Yvan Odona, directeur adjoint de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Enfin, nous aurons une table ronde que j'aurai le plaisir de modérer, où nous retrouvons Madame le ministre Ebouka Babakas, Gaël Giraud, l'économiste en chef de l'AFD, Gilles Vivenou-Niassounou, dont j'ai évoqué la présence tout à l'heure, qui représente le groupe des États ACP, dont il est le sous-secrétaire général, Hugo Paniza, qui est professeur à l'Institut des hautes études internationales de l'Université de Genève, bien connu pour ses travaux, George Stéphane, directeur général adjoint au ministère des Finances d'Allemagne, et Joël Touja-Bernaté, adjoint au directeur du département Afrique du FMI. La conclusion sera donnée par Bruno Cabriac. Bruno, que je remercie vivement de la confiance qu'il a toujours manifestée pour sa contribution essentielle à la préparation de cette conférence. Je remercie également ses collaborateurs qui ont œuvré à cette fin, Christian Masson, Luc Jaconin et les autres, ainsi qu'évidemment du côté de la